Alain Assement, Didier Baujouan, Marie-Louise Besson, Alain Bisson, Philippe Blavette, Nadia Blin, Alexandre Bouillon, Jean-Louis Boulanger, François Caligny-Delahaye, Thierry Cambon, Julien Champin, Christophe Liquet a donné pouvoir à Stéphane Moulin, Olivier Collin a donné pouvoir à Olivier Homolle, Krief Colette, Denise Davout, Amandine de Bonnet-de-Léon, Didier Delprete, Anne-Marie Depeigne, Annie Dubot, Tristan Duval, Bernadette Fabre, Jean-Louis Fouché, Christine Garnier, Daniel Garnier, Jean-Luc Garnier, Annie Lelièvre, oui, tout à fait. Sophie Gauguin, elle arrive. Annie-France Gérard, Patrice Germain. Donc Sophie est arrivée. Isabelle Granat. Jean-Luc Grescoviac a donné pouvoir à Pierre Mouret qui ne devrait pas tarder. Il était avec nous. Élie François. Olivier Homolle. Roland Journet. Valérie Kernowski. Harold Lafay. Alain Larousserie. Sandrine Le Baron a donné pouvoir à Valérie Kernowski. Tant qu'elle n'est pas là, ben voilà. Didier Lecoeur. Annie Lelièvre. Francine Lelièvre. Denis Leloup. Laurent Lemarchand. Xavier Madeleine. Lionel Maillard a donné pouvoir à Olivier Paz. Serge Marie. Gérard Martin a donné pouvoir à Denis Leloup. Marie-Laure Mathieu. Denis Moisson. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester tout à l'heure. Il est absent. Et il s'est excusé. Yves Moreau a donné pouvoir à Francine Lelièvre. Jean-François Morel a donné pouvoir à Alexandre Bouillon. Jackie Morin. Johan Morlot. Stéphane Moulin. Pierre Mouraret. Présent. Naïmi Gérard a donné pouvoir à Jean-Louis Boulanger. Jean-Marc Payola. Martine Patourel. Brigitte Paturel. Olivier Paz présent. Sylvie Penel. Alain Perronnet. Géry Picodot. Emmanuel Porc. Patrick Thibout. François Vanier. Gilles Walter. Pas arrivé. Et on approche. Bon, je ne vais pas m'engager en disant un conseil qui ne devrait peut-être pas être ni trop lourd ni trop compliqué. Mais quand on dit ça, on ne sait jamais. On va vous faire passer la feuille d'émargement. Alors, Denise, est-ce que je vous avais... Qu'est-ce que j'avais marqué pour Denise? Oui, j'avais marqué qu'elle... Les personnes qui arrivent. D'accord.
C'est noté. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 25 mai 2023. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? Pas de remarques. Je soumets à votre vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je fais état des délégations, enfin des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation de compétences qui m'a été accordée par le Conseil communautaire lors du début du mandat. Pour commande publique, la conclusion du marché 01 23 002 pour l'acquisition d'un logiciel pour la gestion du scolaire, périscolaire et portail famille. Donc ça, c'était Arpège qui a obtenu pour un montant global de 35 106 € en 4 ans avec déploiement et formation, abonnement et logiciel et maintenance des logiciels après la première année d'exploitation. Donc, en réalité, ça représentera pour la partie déploiement et formation 11 300 € pour la durée du marché. Pour l'abonnement et logiciel, 18 112 € pour la durée du marché. Et maintenance des logiciels, 5 694 € pour la durée du marché, ce qui fait le total que je vous indiquais de 35 106 €. Pour la contractualisation, donc, une demande de subvention leader pour l'aménagement d'un auditorium dans le cadre de l'opération de création d'une école de musique intercommunale. Donc c'est l'auditorium du premier étage pour ceux qui sont venus lors de l'inauguration du Beffroi, avec donc un plan de financement pour cet auditorium sur lequel on a fait passer un certain nombre de dépenses. Donc le total des dépenses d'investissement, c'était 165 305,99 €. Nous avions obtenu donc 114 742 entre la DETR, la région et le département. Nous sollicitons leader à hauteur de 17 502 €, ce qui fait que nous garderons exactement les 20% que la loi prévoit, à savoir 33 051 €. Voilà. Donc si on a l'opération, si jamais on est aidé par leader, ça voudra dire que pour l'aménagement de l'auditorium, on a été pris à 80%. Le premier point à l'ordre du jour est un point qui devrait tous nous unir. Alors c'était un peu dans les je vais dire, on en parlait depuis le mois de mars-avril. Hein, c'était Emmanuel qui m'avait téléphoné. On nous avait demandé aux uns et aux autres, parce que tout ça fait l'objet de négociations, de ne pas en parler, de ne pas rendre cela public. Donc c'est ce qui a été fait, si ce n'est qu'il fallait quand même se prépositionner, parce que il y a un côté financier dans le passage. Aujourd'hui, tout ça, Bernadette Fabre est arrivée. Bonjour Bernadette, bonsoir. De cette flamme, vous savez que désormais, depuis un certain nombre d'Olympiades, le parcours de la flamme sur le pays qui la reçoit fait l'objet d'une approche médiatique intéressante et de valorisation. Et donc, le Calvados, il a fallu d'abord que le Calvados se porte candidat pour dire, nous, on est preneurs pour avoir la flamme olympique qui passe par notre département. Et puis après ça, il a fallu organiser un trajet et voir qui était à même de payer quoi pour que cela se fasse. Alors, nous avons, notre territoire donc a quand même, les infos que je vous donne, a la chance d'avoir donc le passage de la flamme olympique le 30 mai 2024. Donc vous pouvez noter ça sur vos tablettes ou sur vos agendas. Entre 11h et 12h30, Cabourg, Dives pour finir à Oulgat, et l'école de voile intercommunale a été retenue pour être le centre des relayeurs, c'est-à-dire les staffs techniques, les porteurs de la flamme. Voilà, c'est au niveau de l'école de voile intercommunale que les choses s'organiseront. Voilà, donc c'est un bel événement. Alors certains absents aujourd'hui en sont à rêver qu'il pourrait y avoir Tony Reader qui monte les marches d'Oulgat. On n'en est peut-être pas encore.
c'est plus compliqué que ça, je pense. Hein, voilà. Mais bon, en tout état de cause, c'est un très bel événement pour notre territoire et on ne peut que se féliciter de l'avoir. Alors, d'un point de vue financier, chacune des communes participe, bien entendu, pour le passage. Donc, c'est une convention avec le conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui a globalisé cette opération. Et il nous est demandé donc une subvention de 10 000 € au bénéfice du conseil départemental, donc qui correspond. Alors, je ne sais plus, les villes, vous versez combien C'est 10 000 divisé par 3, je crois. C'est ça? Oui. Donc ça fait 33. Oui, 3300, 3300. Voilà, donc on prend la moitié de la dépense. Chacune des villes en prend un tiers, prend un sixième à sa charge. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. La flamme olympique puisse passer par l'intercommunalité, cependant, je pense que c'est une activité qui est en rapport avec le tourisme et le commerce des communes concernées. Et donc, je pense que cette subvention devrait être supportée par l'EPIC plutôt que l'intercommunalité, même si cette somme est symbolique par rapport à notre budget. Je ne suis pas sûr, mon cher Roland, que ça soit que ça génère une vente de beaucoup de choses dans les commerces. Hein. C'est plus symbolique qu'autre chose. Il y a un moment donné, il faut faire le tour de table. Voilà, donc on n'a pas cherché qui gagne quoi. Hein. Voilà. Oui, alors Emmanuel. Hein. Merci, Monsieur le Président. Oui, pour dire qu'à mon sens, c'est une grande chance que cette flamme olympique passe par le département du Calvados. Le département du Calvados était en effet militant pour l'avoir, pour savoir qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 boucles, en fait, sur la même journée, qui donc verra passer la flamme à Lisieux, dans le Pays de Falaise, dans le Bessin, à Cabourg, Divoulgat et finira par Caen. C'est vrai que voilà, Cabourg, Divoulgat, en tout cas Cabourg et le Gat avaient bien aussi milité au départ pour essayer de trouver une équation pour la faire passer. Je pense que c'est une grande chance pour Normandie, Cabourg, Pays d'Auge que de voir cette flamme passer, et je crois que ça réjouit au-delà des 3 villes l'ensemble des habitants de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge. En tout cas, moi je suis très heureux de trouver une équation économique à tout ça pour que nos clubs sportifs, nos jeunes puissent profiter d'un moment absolument historique, parce que je pense que dans une vie, eh bien, on ne voit qu'une fois passer la flamme olympique dans son pays. Alors ensuite, c'est Jean-Louis. Oui, je m'interroge, moi, sur le montant qui nous est réclamé. Parce que si j'ai bien compris, le département paye sa quote-part à hauteur de 180 000 € au comité olympique. Je sais pas, et puis ces 180 000 € maintenant sont répartis sur les gens qui vont avoir l'honneur et le privilège d'avoir la flamme. Non. Attends, alors on laisse Emmanuel répondre, parce qu'il est au conseil départemental. C'est la ville. C'est les villes. Merci, Président. Oui, oui, alors, chers collègues, vous avez raison. Le département règle une facture de 180 000 € auprès du comité olympique, mais la répartition, évidemment, n'est pas à l'euro, c'est-à-dire qu'on ne refacture pas aux collectivités qui vont voir passer cette flamme. On en prend évidemment une partie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un reste à charge, évidemment, du département. On mutualise, certes, mais le département garde une grosse proportion à sa charge. Vous ne faites pas de bénéfice, quoi. Non, bien au Oui, contraire. Tristan. Juste pour ajouter aussi, c'est que ce budget ne comprend pas les animations et tout ce qui sera fait par l'ensemble des communes. C'est-à-dire qu'à Cabourg, ça fait longtemps qu'on était sur les rangs pour être sur cette flamme, notamment parce qu'on a aussi un programme qui va être fait à la Villa du Temps Retrouvé autour de tous les sports qui ont été lancés, les grands événements sportifs qui ont été lancés à la Belle Époque et qui correspond à la renaissance du mouvement olympique. Mais en fait, il y aura vraiment beaucoup d'animations. Donc en fait, c'est vraiment une participation financière, mais chacun rajoutera, en fonction de ce qu'il voudra faire, dans sa commune,
des budgets importants. Donc on est vraiment sur quelque chose de très symbolique qui va fédérer toutes les générations. Je rejoins Emmanuel quand il dit que c'est une fois par siècle, donc on n'est pas prêt de la revoir tout de suite. Et ça va fédérer sur des valeurs qui sont quand même très positives et très importantes pour l'ensemble des enfants, des familles qui vont pouvoir profiter de cette manifestation, même si le point d'orgue, ça sera sur Caen, mais au moins elle rayonnera sur l'ensemble des zones du département. Et on a eu beaucoup d'énergie pour faire en sorte qu'elle puisse venir sur nos territoires. Donc je pense que c'est plutôt une chance. Et encore une fois, c'est un budget très petit sur les choses. Alors l'idée de le mettre sur l'Office du tourisme, j'aurais peur, Roland, qu'on rajoute après une subvention supplémentaire au budget de l'Office du tourisme. Je ne voudrais pas que tu te contredises. Oui, j'entends bien tout ce que tu viens de m'expliquer, mais je suis absolument d'accord avec vous sur ce principe d'avoir la flamme olympique. Je pense que c'est une bonne chose. Mais là où je m'insurge un peu, c'est que le département paie 180 000 et va encaisser une certaine partie. Si on prend 20 000 à toutes les villes qui vont être traversées, on va arriver pratiquement aux 180 000. S'il y a 6 boucles et qu'ils prennent 20 000 à chaque fois, ça fait 120 000, il en reste 60 000. Voilà. Il y a 6 boucles. La boucle, a priori, c'est 20 000 euros. Donc 120 000, il reste 60 000 à la charge du département. Exactement. Bon, alors, exactement. Et on réclame 30 000 à la ville de Caen. Franchement, Jean-Louis, moi, de Caen et 20 000 à l'Intercom, à Dives Cabourg-Houlgate, je trouve que c'est un peu disproportionné. Mais enfin, je répète, l'événement, c'est un événement qui n'arrive qu'une fois par siècle. Il y a un moment donné, enfin moi je veux bien, non mais quand on joue petit bras à 2, 3, 4 000 euros pour des choses sur un budget comme le nôtre, il y a un moment donné, c'est déraisonnable, je trouve. Voilà, c'est pas, il faut appeler les choses comme elles sont. C'est pas raisonnable. Enfin, moi je pense que la répartition n'est pas équitable. Merci. Moi, je voulais juste dire que les thématiques pour les scolaires étaient Paris 2024 dès la rentrée et que c'était aussi une façon de valoriser tout le travail des enfants ou des stagiaires, quels qu'ils soient. Donc c'est un acte plutôt symbolique et je pense que c'est aussi une valeur ajoutée qu'il ne faut pas négliger par rapport à la motivation des jeunes et des scolaires en général. D'ailleurs, il faudra peut-être voir, nous, avec nos écoles du territoire, qu'est-ce qui peut être fait. Hein. Je pense qu'on va pouvoir peut-être obtenir dans l'inspection académique qu'il y ait quelque chose de particulier autour de cet événement et qu'il y ait des cars, enfin, que les enfants puissent assister à ça. Oui, Pierre ? Oui, moi, je crois qu'il faut effectivement se féliciter de cette initiative. Je rappelle qu'il y a déjà eu une flamme qui est passée dans le territoire. C'était aux Jeux d'Albertville. Et c'était tout début des années 90, et les Divés s'en souviennent encore comme étant un événement exceptionnel qui avait eu lieu sur le territoire, Dives Cabourg-Houlgate. Et donc, en plus, moi, je trouve que le fait d'avoir la flamme olympique, les valeurs que porte l'olympisme, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important et ce sont des valeurs de solidarité entre les pays, ce sont des valeurs de paix et aujourd'hui, on a besoin que ces valeurs soient mises en avant et le fait que la flamme passe, on va pouvoir travailler avec les écoles, on va pouvoir travailler avec les clubs sportifs, on va pouvoir en faire une fête populaire autour de cet événement et je crois que franchement, c'est une bonne initiative et moi, je suis très très heureux que la flamme passe sur la ville de Dives. Juste pour compléter, on va pouvoir faire peut-être de quelque chose qui pourrait paraître un petit peu embêtant une chance, c'est-à-dire que c'est en semaine, c'est le jeudi 30 mai, ce qui permet évidemment de sensibiliser toutes les écoles pour avoir les élèves sur le parcours. Et donc, en ce qui nous concerne, on a commencé à travailler sur ce sujet. D'ailleurs, je pense que les collègues de Dives-Houlgate et NCPA vont pouvoir travailler la thématique de terre de jeu dès septembre, dès la rentrée, pour pouvoir sensibiliser l'ensemble de nos professeurs et des projets pédagogiques. Et je ne serais pas opposé à ce que Kelly regarde dans quelle mesure on pourrait nous payer le transport pour que les élèves des autres écoles puissent assister au passage de la flamme. Évidemment. Voilà, pour autant qu'on ait l'accord de l'inspection académique, mais je pense que ce sont effectivement de telles valeurs qui sont
qui sont symbolisés par l'olympisme, que ça serait dommage qu'ils ne puissent pas voir ça. Quant aux relayeurs, c'est un petit peu plus compliqué, en effet, Président. Ouais. Ni Emmanuel ni moi n'avons été sélectionnés. Non, jusqu'à maintenant, non. Mais on est dans la shortlist quand même. Oui. Mais en fait, on va pouvoir proposer des relayeurs, mais qui remontent au niveau national. Et c'est le niveau national, après, qui nomme les relayeurs par rapport aux listes qui ont été envoyées et qui vont peut-être pas, enfin sûrement pas, se retrouver sur les territoires des communes qui les ont nommés. Voilà. Donc c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc voilà. D'autant qu'ils ont leurs propres relayeurs. Oui, et ils ont des relayeurs déjà à maison. Pas d'autres questions? Alors donc je soumets à votre... Oui, pardon, Serge. Non, je reçois tous les arguments qui ont été avancés, mais simplement pour plus de clarté, parce que apparemment c'était pas très clair, y compris dans ton esprit, les 10 000, comment ça se répartit donc entre les communes et la communauté de communes. La boucle, c'est 20 000 euros. Donc pour avoir sur son territoire la boucle, c'est 20 000 euros. Et donc là, en l'occurrence, l'accord qui a été pris, c'était 10 000 euros pour l'intercommunalité, 3 333 euros pour chacune des 33 centimes pour chacune des communes concernées, avec le point des relayeurs à l'école de voile intercommunale sur le port de Live. C'est clair pour tout le monde? Vous dites qu'ils ont leur propre relayeur, le comité olympique, parce que si nous, on avait pu avoir nos cavaliers relayant la flamme olympique, alors que eux vont être, nos cavaliers normands vont être aux Jeux olympiques, précisément. On a proposé un certain nombre de noms. Chaque commune va proposer un certain nombre de noms. Pardon. Chaque commune va proposer un certain nombre de noms. On a déjà proposé un certain nombre de noms. Comme le disait Emmanuel, ils vont mettre ça dans un checker entre les relayeurs qui sont déjà imposés ou par des sponsors, ou par le comité olympique, ou par des fédérations régionales, parce que les fédérations régionales sont très impliquées également. Et après, on verra. Il y a aussi les pilotes de Formule 1 qu'on a proposés, puisqu'on a la chance d'avoir 2 pilotes normands dans le top 10 mondial chez Alpine Renault. Donc il y en a d'autres. Il y a Teddy Riner. Enfin, il y a plein de noms qui circulent. Mais on verra. Guillaume Martin. Voilà. On a de vitesse à 30 km/h, voilà. Avec les Alpines, ça va être un peu... m'aurait étonné que ce soit pas de ma faute. Pas d'autres questions? Allez, parce que j'avais dit on va faire un conseil court. Déjà, si la première question, on est parti à savoir est-ce qu'on donne 9008 ou 9009. Donc, pour la signature de cette convention avec le département du Calvados, en portant donc une subvention de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge de 10 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ah oui, alors moi j'ai fait... non, voilà, c'est bon. Point numéro 2, taxe de séjour. Alors, je dis tout de suite, pour éviter toute interprétation, il s'agit d'un point qui a été vu en bureau et d'un accord commun entre la ville de Cabourg et le reste des communes concernées par la taxe de séjour. Donc, il apparaît qu'à l'évidence, on aura les uns et les autres des besoins qui risquent d'être... Enfin, il y a des coûts qui vont être plus importants que précédemment, et donc il est proposé de monter la taxe de séjour. Alors, ça n'est pas tous les hébergements qui sont concernés. Il y en a un certain nombre d'ailleurs qui ne changent pas. On vous a mis sur table un projet de délibération parce que le premier, on n'avait pas détaillé ce qui ne changeait pas. Et puis, après concertation avec la préfecture, ils nous ont indiqué qu'il était sans doute souhaitable, ce que nous avons fait en rouge et en bas, voilà, de préciser exactement ce qu'il en était. Les sommes, enfin, globalement, à l'échelle du territoire, la somme attendue supplémentaire, c'est de l'ordre de allez, 40 000 euros, je dirais, peut-être 42 000 euros. Et compte tenu des classifications, c'est sans doute 22 ou 23 000 euros pour Cabourg et 18 000 euros ou 17 000 euros pour Normandie-Cabourg, Pays d'Auge. Je rappelle
que, bien entendu, c'est le touriste qui paye et donc l'hôtel, la chambre d'hôte, le camping, en réalité, ne sont que des collecteurs de fonds, hein, se contentent de collecter, ça apparaît dans leur tarif. Et que, bon, alors bien entendu, hein, quand vous arrivez dans les palaces, mais bon, 4,60 € par jour, quand on est dans un palace où on paye 800 € ou 1000 €, 1200 € par nuit, je ne sais pas, c'est peut-être plus, hein, je n'ai pas l'habitude d'y séjourner beaucoup. Pierre, tu as des tarifs Ah bon, bon moi j'ai l'hôtel Ibis, si vous voulez. Voilà, donc ça reste 20. Je ne connais pas de touristes qui fassent demi-tour en disant dans cet endroit la taxe de séjour est vraiment trop élevée. Voilà, donc il vous est proposé donc une indexation des tarifs applicables sur l'ensemble du territoire communautaire afin de rester au niveau des tarifs plafonds du barème légal, puisque en réalité le barème légal suit l'indice des prix à la consommation et donc a connu une hausse de 6,3%. Et donc il vous est proposé de faire cette réévaluation, finalement, de garder le même niveau. Voilà. Okay. Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point suivant, rapport d'activité 2022 de l'Office de tourisme intercommunal Normandie-Cabourg Pays d'Auge. Donc, vous savez que c'est un document qui est fait tous les ans. Et j'ai demandé à son directeur, au directeur de l'EPIC et à la directrice adjointe, premièrement, de faire un petit PowerPoint qui va vous être présenté. Alors, si vous n'avez rien pour poser votre... Ah oui, vous l'amenez quand même, d'accord. Non, parce que j'étais inquiet. Bon. Non, je me disais s'il y en a qui doit rester par terre pour... Juste, si vous permettez, Monsieur le Président, une petite remarque avant que Patrice commence. Évidemment, j'aurais apprécié qu'on me laisse présenter ce bilan qui était entièrement présidé par moi, comme ça a été le fait par les autres années. On ne me l'a même pas demandé. Je trouve que la démarche est pour le moins témoigne du moins d'un certain nombre de choses qui me heurtent à titre personnel, mais bon, il va falloir s'habituer. Voilà. Donc, et évidemment, je me félicite de ce bilan et de ce rapport d'activité qui montrera tout le travail qui a été fait à l'échelle de l'ensemble du territoire par l'Office de tourisme que je présidais jusqu'au dernier conseil communautaire. Monsieur le vice-président, je dirais simplement que la dernière fois, vous avez eu un rapport à présenter. Il n'y a donc pas le conseil dernier, mais le conseil précédent. Vous nous avez prévenu la veille au soir à 19h45 par mail que vous ne seriez pas là. Donc, comme nous étions en plus un mercredi, que ce n'était pas un jour habituel, et que les statuts de l'EPIC indiquent que c'est le directeur de l'EPIC qui présente le compte-rendu, j'ai considéré qu'il le présentait. Ceci étant, je n'ai pas voulu le présenter parce que ça n'est pas mon travail à moi. Non, mais ce que je dis est factuel, c'est-à-dire que le conseil communautaire, il y a de cela 2 mois, vous aviez un sujet à l'ordre du jour, 2 sujets d'ailleurs, et on a appris la veille au soir que vous n'étiez pas là, alors que vous étiez rapporteur, c'était inscrit dans les documents qui avaient été envoyés à tous les membres. Pardon. Non, mais juste, on ne va pas justifier toute la soirée, mais je vous avais expliqué que jusqu'à d'ailleurs il y a quelques années, il était d'usage que vous me demandiez si j'étais présent ou pas. Lors de ce dernier conseil communautaire, c'était une date où j'ai mes enfants et donc je ne peux pas, j'ai une semaine sur 2, donc il y a un jeudi ou forcément, ou mercredi, ou vous prenez n'importe quel jour de la semaine, ils sont scolarisés à Paris, donc c'est la raison pour laquelle j'étais absent. Avant, vous m'interrogiez sur mes disponibilités, vous ne le faites plus, je dis c'est pas dramatique. Voilà. Et vous justifiez pas davantage, vous allez vous enfoncer. Non, je ne vais pas m'enfoncer parce que si nous n'avions pas approuvé cette fois-là, le budget était mort. C'est bien pour ça qu'on était obligé d'approuver. On a un délai qui est un délai prescrit et qu'on ne peut pas dépasser. Donc, toutes les explications sont les bonnes. Moi, je comprends très bien qu'on ait des enfants, qu'on veuille passer du temps avec eux. Mais voilà. Mais en réalité, c'était obligatoirement cette fois-ci.
Vous m'avez prévenu la veille au soir. Bon, je considère que le fait que Patrice Boulet, qui est quand même, j'allais dire, la cheville ouvrière de ce travail, le présente, ça n'est pas faire offense. Patrice, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va vous présenter avec Laurence le rapport d'activité. Vous avez la globalité du rapport d'activité sur vos tables, donc ce sont les éléments marquants. En préambule, permettez-moi aussi de saluer l'ensemble de l'équipe de l'Office de tourisme, parce que c'est le fruit de leur travail. Je félicite leur professionnalisme et leur investissement. On va commencer par les... Alors, je vais le mettre là, ça va être compliqué. Par les chiffres clés. Donc, vous avez 5 offices de tourisme sur le territoire et ces offices de tourisme couvrent l'ensemble des communes, c'est-à-dire que sur toutes les communes d'NCPA, elle est toujours rattachée à un office de tourisme. Sur l'année 2022, au niveau des visiteurs, nous avons fait 171 528 visiteurs. C'est en progression par rapport à 2021, mais c'est naturel puisqu'on sortait encore du Covid, il ne faut pas l'oublier. Au niveau des demandes, et c'est peut-être presque le plus important, puisque tous les offices dans les offices, on s'enorgueillit du nombre de personnes qui rentrent, mais en réalité, si vous avez une famille qui rentre à 7 personnes, et puis il y a juste une question qui est posée, je pense que c'est plus intéressant de regarder les demandes que le nombre de personnes qui rentrent. Nous avons aussi étendu notre planification horaire puisqu'on a ouvert 1360 jours. En réalité, nous avons réouvert les dimanches et puis c'est l'après-Covid, ce qui fait quand même 19% de plus. Au niveau de tous les statistiques, les jugements, les notations, nous sommes sur une note globale de 4,4 sur 5 en rapport de qualité. Nos animations ont permis à 3000 enfants de découvrir des activités. Au niveau des partenaires sur le territoire, il y en a 536 qui sont affiliés à l'Office de tourisme intercommunal, ce qui représente des recettes de 127 000 €, 496. Et je suis assez fier aussi de ce chiffre. Il y a eu 323 heures de formation au niveau du personnel. Ce n'est pas rien. Au niveau financier, bien un chiffre de la taxe de séjour qui est le plus élevé depuis la fusion. On est à 1 119 648, 19% de plus par rapport à 2021. C'est le chiffre le plus élevé, comme je le disais. Et pour se rappeler, post-fusion, c'est-à-dire en 2016, le chiffre cumulé de la taxe de séjour, c'était 916 000 €. Ça vous permet de mesurer le chemin parcouru. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on est à 1 826 759 €, donc plus 428 000 € par rapport à 2021, mais 2021 toujours Covid, donc forcément des activités qui avaient été, ils n'avaient pas toutes été maintenues. On ne faisait pas de la promotion à l'étranger non plus, puisque ne pouvez pas venir. Au niveau des recettes de fonctionnement, on est à 2 236 559, donc une augmentation de 200 754 pour un résultat net de 375 350 €, en fonctionnement 409 799 et moins 34 449 au niveau de l'investissement. Ne vous inquiétez pas sur un déficit d'investissement, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que l'on investit. Au niveau des valeurs, alors je vous les ai résumées, j'ai mis les plus grandes, mais vous retrouverez tout ça dans le rapport d'activité. Les missions premières, c'est bien évidemment accueillir et informer, mais c'est tout autant faire venir, créer les outils nécessaires aux visiteurs pour consommer sur le territoire, participer à la valorisation du patrimoine, élément extrêmement important sur notre territoire, réaliser les études nécessaires pour maîtriser l'offre touristique du territoire et l'évolution des pratiques des clientèles, et participer au rayonnement médiatique de la destination. Les faits marquants, donc nous avons sorti le roadbook, qui est un conseil 100% digitalisé. En réalité, tout ce qu'on vous présente, il ne faut pas oublier que c'est le fruit du Covid. Sur cette période, on était fermé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. On a réfléchi de façon à être très opérationnel en sortant de Covid. Donc vous avez aujourd'hui un outil qui est un conseil en séjour qui est 100% digitalisé. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est on crée un mini-site pour chaque visiteur, puisqu'on a considéré, et ça le Covid l'a accentué, que chaque visiteur était différent, il avait ses propres demandes et il ne faisait pas les demandes de l'ensemble. Et surtout, il voulait tout de suite et que ça soit à jour. Et quand vous avez lancé des impressions, s'il y a un nouveau restaurant qui arrive, eh bien, c'est trop tard. Donc, l'outil répond parfaitement à cela. Et je rappelle que c'est unique en Normandie, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas un office de tourisme qui vous propose ce service.
Ce qui est intéressant, notamment sur les animations, quand vous avez votre carnet de séjour sur votre téléphone, vous avez les animations du jour, mais si vous revenez dans 15 jours et vous remettez sur l'application, vous avez les animations du jour même. Donc ça peut aussi susciter des venues quand les gens ne sont plus sur le territoire. Nous avons été récompensés sur l'ensemble de notre communication. Je rappelle aussi que le site internet est sorti en 2022, il est sorti en avril, et donc il a été premier sur les catégories des sites internet d'office de tourisme. Je rappelle qu'il a été très fortement subventionné par la région, justement pour la volonté d'irriguer sur l'ensemble du territoire. Le magazine de destination que vous connaissez tous, lui, a été classé 2e, et la communication globale a été classée 4e. Je vous ai mis quelques visuels, mais je pense que vous connaissez très bien nos outils. Le 3e fait marquant, c'était les finances, puisque aujourd'hui, en 2022, on peut affirmer qu'on a géré la crise du Covid. Je rappelle que l'Office de tourisme n'a à aucun moment demandé une subvention supplémentaire. Il a fait avec ce qu'il avait à faire. Et on a répondu aux attentes d'une mutualisation économique, puisque la clôture de l'exercice 2022 fait apparaître un excédent de 375 000. Et en réalité, c'est l'excédent le plus important, puisque vous allez me dire, ah oui, mais non, mais en 2021, vous aviez eu 600 et quelques mille euros. Enfin, si vous ne me le dites pas, j'y réponds quand même. 600 et quelques mille euros. Mais en réalité, en 2021, il ne faut pas oublier qu'on avait rajouté un trimestre de la taxe de séjour pour s'harmoniser avec les comptes de la communauté de communes. Donc forcément, ça a faussé les résultats, et ce trimestre aurait dû être normalement dilué sur la globalité des choses. Donc on peut dire qu'en 2022, nous avons le résultat le plus élevé. Au niveau de la fréquentation, les touristes, comme je vous le disais, ils sont venus plus nombreux, mais c'est logique. Plus 42% de visiteurs, plus 34% de demandes. Ce qui est intéressant, c'est que sur les demandes, on est pratiquement au chiffre de 2019, et 2019, c'est notre année référence. Et ce qui veut dire que les gens viennent réellement chercher un conseil. Il ne faut vraiment pas le minimiser. Vous avez sur le tableau ci-dessous les chiffres concernant chaque office de tourisme, et vous voyez qu'en réalité, forcément, Cabourg est l'attractivité première. Et ensuite, c'est assez équilibré en réalité, parce que si on regarde les chiffres des années précédentes, ça varie quelque peu, mais je trouve que c'est assez harmonisé. Quelles sont les demandes que l'on nous demande le plus? Ce sont en premier lieu les manifestations. Donc l'intérêt aussi d'avoir des manifestations sur un territoire. On a bien compris qu'économiquement, il y avait de grandes retombées. Les plans de ville, les sites et lieux de visite, les services et prestations de l'office, les sports et loisirs, l'hébergement, et puis transport et vie locale. Au niveau de comment se présentent nos visiteurs, franchement, il n'y a pas de surprise. 92% de Français, 8% d'étrangers. Ça veut dire que le jour venant, on a un vrai potentiel aussi en direction des étrangers. Alors attention, parce que pour aller conquérir des étrangers, ça demande aussi des finances qui sont en adéquation avec les cibles. Et au niveau des provenances françaises, sans secret, l'Île-de-France, la Normandie aussi qui est très présente, et puis les Hauts-de-France. Et au niveau des clientèles étrangères, la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Je vais céder la parole à Laurence qui va vous présenter le pôle partenaire. Oui, merci Patrice. Alors le pôle partenaire est porté par 4 référentes qui, AL3, AL4, représentent 3 équivalents temps plein. Elle gère un portefeuille de 2400 socioprofessionnels sur l'ensemble du territoire, et 536 d'entre eux sont des partenaires. Donc, et partenaires, tous socioprofessionnels qui s'engagent financièrement, commercialement auprès de l'Office de tourisme en souscrivant, en achetant un encart publicitaire sur nos supports papier ou numériques. Donc, pardon. Les missions, les grandes lignes des missions du pôle sont l'accompagnement des socioprofessionnels, notamment au niveau de la mise à jour sur la plateforme Tourinsoft. C'est une base de données de laquelle sont extraites toutes les informations qui alimentent le site internet de l'Office de tourisme, le roadbook, mais aussi les sites internet de la région et du département. Donc c'est vraiment un travail essentiel qui représente à lui seul plus de 500 heures de travail pour ces 4 personnes, ce qui en gros représente plus de 3 mois de travail à temps plein pour une seule personne.
Elle prodigue aussi des conseils à ses socioprofessionnels et leur distribue à rythme régulier de la documentation. Nous participons aussi à la promotion du territoire à travers la diffusion des offres des socioprofessionnels auprès de nos partenaires du département et de la région. Donc ils participent au rayonnement du territoire. Nous animons également le réseau de ces socioprofessionnels en leur proposant différentes choses, des rencontres, des ateliers, des newsletters. La relation avec les socioprofessionnels est basée vraiment sur la proximité et la disponibilité, et on tient à ce que le relationnel soit, les relations soient régulières et entretenues et fiables. Et puis nous avons une partie commerciale dans le pôle, puisque, comme je vous l'ai dit, nous commercialisons des encarts publicitaires sur les supports print et numériques. En 2022, nous avons, puisque depuis la fusion, nous avons structuré, établi les relations partenaires, et en 2022, après Covid, c'était le moment d'élargir le panel des actions qui leur sont offertes. Donc nous avons créé un conseil consultatif auprès de certains socioprofessionnels qui sont particulièrement investis et auxquels nous soumettons nos idées pour avoir leur retour sur la faisabilité et leur pertinence. Nous avons également créé un nouveau support de diffusion d'informations par le biais d'une affiche QR code qui est diffusée dans les commerces et lieux de loisirs et les hébergements, et qui permet aux touristes d'avoir des informations pratiques sur la destination. Nous avons également créé un espace pro sur le site internet qui a été mis en ligne en 2022 avec tout un tas d'informations utiles, une boîte à outils et également des informations utiles et des relais d'information. Je vais y arriver. Et enfin, nous leur apportons des services et des accompagnements personnalisés à la demande. Et en 2022, nous avons renoué avec une tradition qui est l'organisation d'un cocktail de fin de saison que nous avons relooké, reformulé pour qu'il soit plus convivial et plus interactif. Donc, d'un point de vue commercial, le pôle partenaire représente près de 130 000 € de chiffre d'affaires par an, qui se répartit en gros à 2 tiers pour les supports numériques et 1 tiers sur les supports print. Je peux répartir. La répartition sur les communes ou les différents secteurs est assez semblable à l'ensemble de l'activité de l'Office de tourisme. Le pôle patrimoine est un pôle plus petit en nombre de personnes, mais qui n'en demeure pas moins qualitatif, puisqu'il est animé par une personne qui est à 80%, Guylaine, qui est guide conférencière et agent de valorisation du patrimoine. Alors son travail se divise en plusieurs supports de médiation culturelle et patrimoniale. Elle fait des visites guidées. Elle propose également, elle contribue à la création de supports de médiation variés, des circuits papier, des circuits numériques, un jeu concours. Et elle fournit également du contenu pour les sites internet, pour la presse, pour des particuliers aussi. Elle est aussi à l'accompagnement de projets de valorisation du patrimoine. Et elle participe, enfin nous participons à des manifestations et programmes nationaux et internationaux comme les Journées européennes du patrimoine, Normandie impressionniste ou Étonnant patrimoine. Donc en 2022, nous avons étoffé notre panel de visites guidées en élargissant des visites à Ranville et Amfreville à l'occasion des commémorations du débarquement. Nous avons proposé aussi un nouveau circuit papier sur Merville et Varaville et aussi élargi le champ du Passe Patrimoine Côte-Fleurie qui avait été testé en 2021. Les visites guidées pour les individuels
représente un peu plus de 5 000 € de chiffre d'affaires. Il y a 82 visites et on touche un peu moins de 1000 personnes. Les circuits numériques ont vu leur consultation beaucoup augmenter avec plus 61%. Donc ça nous encourage dans le développement de ces supports également. Et le jeu du patrimoine a récolté 185 coupons-réponses. Les visites groupes concernent également une vingtaine de groupes par an. Tout ça, je le répète, par une personne. Donc, voilà. Et enfin, pour ce qui me concerne, le pôle animation et famille plus est également animé par une personne. Alors, elle est en charge de toutes les animations proposées aux enfants pendant les vacances scolaires, ainsi que l'animation du label Famille Plus, qui compte sur le territoire 114 prestataires. Donc, des visites guidées sont organisées sur toutes les vacances scolaires. On a élargi le champ de ces visites au niveau de plus de communes et on en a proposé davantage. Et l'apogée de ce développement étant la semaine de la découverte, qui était une base bien établie à Cabourg et qu'on a développée sur l'ensemble des autres villes. Et on a enregistré plus 50% d'activités supplémentaires et ça représente 150 créneaux horaires dans les 5 villes. Et en parallèle, pour accompagner le développement de ces animations, nous avons mis un service de billetterie en ligne. Voilà, donc 3000 inscriptions d'enfants sur l'année, dont 1404 enfants sur la semaine de la découverte et sur les 150 créneaux dont je vous parlais. Voilà. Merci Laurence. Donc on va faire un petit point sur le budget. Donc comme je vous le disais, le budget était déficitaire en investissement de 34 449 € et excédentaire de 409 789 en fonctionnement. Vous avez vu en 2021 les 637 000, mais en réalité, ça aurait dû être 157 715 €. Ce qui nous permet d'atteindre un excédent cumulé de 1 384 939 €. La destination de cet excédent était d'être autonome en trésorerie, puisque nous avions besoin de 500 000 €. Avant, on avait une avance de la taxe de séjour de la part de la communauté de communes. Et ensuite, avoir une capacité d'investissement pour construire un back-office pour les équipes à venir et passer d'un office de tourisme à une agence d'attractivité. Au niveau de la situation budgétaire, vous avez les dépenses. Donc les charges de personnel représentent à peu près 62%. Elles ont baissé puisqu'en 2020 et 2021, elles étaient à 67 et 67%. En réalité, elles n'ont pas baissé, c'est que le budget a augmenté. Les dépenses d'achat, c'est 31%. Et puis les autres dépenses, voilà, c'est accessoire. Au niveau des recettes, vous avez bien vu que le système fonctionne pratiquement uniquement au niveau de la taxe de séjour. 87%, les produits de l'office de tourisme et puis la subvention qui représentait 4% et les produits extérieurs. Au niveau de la taxe de séjour, je vous l'ai dit, c'était la meilleure année. C'est très encourageant et notamment on peut saluer des montants au niveau des opérateurs numériques qui sont en augmentation exponentielle. Pour mémoire, en 2018, le premier montant que nous avions touché des opérateurs numériques, c'était 58 000 €. On est à 678 000 €. Et juste pour parler de 2023, je regardais les chiffres du 1er janvier jusqu'à maintenant. On a eu une baisse sur tout ce qui n'est pas opérateur numérique, c'est-à-dire les professionnels. Une baisse assez significative, même si on l'avait prédit. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé en début d'année. Ça a forcément des impacts sur le tourisme. Mais elle a été, là on vient de recevoir les chiffres des opérateurs numériques sur ce premier trimestre et ils compensent largement la baisse que nous avons eue. Ça veut dire en réalité que c'est un marché dont les rapports de force sont assez différents et il y aura du travail sur ce sujet. Au niveau du personnel, comme je vous le disais,
Vraiment, il y a une très belle équipe professionnelle et on a investi beaucoup sur la formation. Tristan le dit vraiment à juste titre, nous sommes dans un métier qui bouge beaucoup et si vous voulez pouvoir être toujours à la page, il faut se former. Et en plus, l'avantage de se former, ça permet de créer un réseau et de discuter avec l'ensemble de ses collègues. Donc ça veut dire que concrètement, sur la formation, de sa poche, l'Office de tourisme a décidé de mettre 27 000 € de plus, c'est-à-dire 75% de plus que ce que l'on devrait faire légalement. Et là, vous avez pour finir l'organigramme avec le comité de direction et puis les différents pôles. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, avant, puisqu'on doit simplement prendre acte de la lecture de ce rapport, est-ce qu'il y a des questions à poser donc, sur cette année 2022 et effectivement son résultat qui est à s'élever à plus d'un chef? Non, eh bien, écoutez, on peut féliciter l'équipe qui a permis ce très beau résultat. Je vous demande donc de prendre acte de la lecture de ce rapport. Je pense que oui, enfin, ça va de soi. Merci beaucoup Patrice, merci Laurence, et puis bonne soirée à vous. Nous passons au point numéro 4. Intégration de la commune de Dosjulé dans l'opération de revitalisation territoriale communautaire, avenant à la convention Petite Ville de demain. Donc, comme vous le savez, c'est un programme Petite Ville de demain qui a été mis en place par le gouvernement, qui a désigné les villes de Dives et de Dosjulé comme pouvant bénéficier de ce dispositif, qui est en quelque sorte un dispositif assemblier qui permet à un moment donné de voir toutes les politiques qui peuvent converger sur la dite commune et de les mettre en cohérence, de leur mettre un timing et de faire un certain nombre de fiches actions. Alors la ville de Dives avait démarré et il y a un an à peu près qu'on a signé déjà, et donc là c'est l'avenant qui concerne la commune de Dosjulé avec donc des grands axes, des axes pour l'habitat, de réhabilitation, de restructuration, de valorisation du patrimoine culturel et historique, d'amélioration de l'attractivité et de la visibilité du centre-ville, et ensuite répondre aux besoins des habitants à travers une offre de services et d'équipements qualitatifs et adaptés. Et donc après ça, on rentre dans des fiches actions et en désignant par exemple des locaux, des bâtiments, et quelle est l'opération qui va permettre et quelles sont les subventions qui vont permettre d'opérer les mutations nécessaires. Voilà. Un petit mot, Sophie, sur... On attaque une phase très importante d'investissement pour la commune de Dosjulé, renforcer notre attractivité et puis accueillir à la fois des nouveaux habitants, ce qui est déjà le cas, mais continuer à le renforcer. Donc, quand un bourg-centre se porte bien, c'est tout le territoire autour qui se porte bien. Donc, c'est vrai que c'est effectivement des gros investissements. Et donc, on espère pouvoir capitaliser au mieux sur l'ensemble des dispositifs qui sont mobilisables. Voilà, on est dans la dernière phase de contractualisation avec plusieurs partenaires, même si on a déjà anticipé des mobilisations de fonds, y compris notre capacité propre d'investissement, puisque on a mis de côté pour prévoir tout ça. C'est un plan bien méthodique, c'est une stratégie territoriale d'un bourg qui assume sa centralité pour l'ensemble du pays d'Auge dosuléen et la communauté de communes aussi sur une partie plus rurale. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, Sophie. On se réjouit effectivement de voir, puisque la communauté de communes, elle a juste un rôle. C'est nous qui avons embauché, avec l'aide de l'État, la personne qui est en charge de ce programme. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de déclinaisons sur Dives, puisque ça avait démarré très fort et qu'on avait signé effectivement avec et le conseil départemental et le sous-préfet et le maire de Dives il y a un certain temps. Et donc, ça y est, on passe maintenant à la seconde phase, donc avec Dosjulé et un certain nombre de programmes. Voilà, donc je vous demande l'autorisation de signer cet avenant numéro 1, donc au programme Petite Ville. Ça pose pas de problème si je prends part au vote, j'en sais rien. J'en sais plus rien moi maintenant parce que.
T'avais voté, toi? Oui, oui. À un moment donné, quand même, il ne faut pas qu'on ait peur de notre ombre, parce qu'autrement... Non. Allez, donc, l'autorisation de signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne la scolarisation des enfants hors carte scolaire dans les écoles de Dozulé et d'Escoville, montant des frais de scolarisation. Et c'est Kelly Davout qui est rapporteur de ce dossier. Merci, Président. De manière générale, effectivement, les frais de coût de gestion des écoles sont pris en charge par la collectivité de rattachement, sachant que les collectivités prennent une part active de l'éducation. Pour les enfants relevant de la carte scolaire de Dozulé et Escoville, la communauté de communes, au titre de sa compétence, prend donc en charge les frais de scolarité. Donc, en septembre 2022 et pour l'année scolaire 2022-2023, la remontée des effectifs scolaires du ministère de l'Éducation relève 190 élèves dans les écoles maternelles, 190 élèves inscrits bien entendu dans les écoles maternelles et 320 élèves en école primaire, tout confondu bien entendu. Les frais de scolarité par élève sont les suivants. Donc, pour un élève de l'école maternelle, le coût est de 1 397,41 € et pour un élève de l'école primaire, 412 €. Sachant que cette base est également retenue pour la prise en charge par la communauté de communes des élèves inscrits dans les écoles privées situées dans la même carte scolaire. Donc, à date aujourd'hui, seule l'école de Saint-Joseph est concernée, située sur la commune de Dozulé. Le nombre d'enfants concernés à l'école privée de Dozulé, pour 2022-2023, vous avez que je ne dise pas de bêtises, 51 enfants en maternelle et 78 enfants en primaire qui sont concernés. Ces frais sont calculés, bien entendu, sur la base des dépenses de fonctionnement, telles que les entretiens des locaux, qui sont liés aux activités de l'enseignement, le chauffage, l'eau, l'électricité, le nettoyage, les produits d'entretien ménager, les fournitures, les contrats de maintenance, etc., etc. Le remplacement aussi du mobilier scolaire, du matériel collectif d'enseignement, la quote-part aussi des services généraux de l'administration intercommunale. Donc, il vous est donc proposé aujourd'hui de fixer les montants des frais de scolarité et d'autoriser Monsieur le Président à signer toute convention se référant à ce sujet. Merci beaucoup, Denise. Simplement 2 mots à rajouter. Premièrement, c'est l'application de la loi, qui est très simple. Il n'y a pas, j'allais dire, voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est la loi. Et deuxièmement, les frais qui sont retenus et dont Kelly vient de nous faire un exposé non exhaustif, c'est une circulaire qui les fixe également de manière très, très précise et très normée. Donc, c'est ce qu'on applique, nous. Ça nous permet de calculer le coût par élève dans notre école. Et donc, on repart exactement de cette base de calcul pour l'appliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Oui, Emmanuel. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, en effet, étant issue de la loi Falloux, cette délibération me convient très bien et je voudrais quand même qu'on puisse s'intéresser aux élèves éventuels de Dozulé et d'Escoville qui fréquentent l'autre école privée sous contrat d'association qui est Saint-Louis de Cabourg. Parce qu'il n'y a pas de raison que Saint-Joseph soit, enfin pas subventionné, mais ait un forfait intercommunal et pas Saint-Louis sur les élèves qui concernent la compétence de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge. Et je crois savoir qu'il y en a quelques-uns. Merci, Monsieur le Président. Nous étudierons la question. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Alors, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie.
Point suivant, délibération numéro 6, restauration intercommunale, prestation de services pour la production et la distribution de repas au bénéfice des communes de Bavans et d'Hérouvillette. Et c'est encore Kelly Davout qui est rapporteur, ou rapporteuse, je ne sais pas comment. Non, mais... Rapporteuse, c'est un peu péjoratif. Ben non, mais je sais, oui, je sais plus, hein, parce que on était aujourd'hui à la caserne de Dives, je ne sais pas s'il fallait dire des sapeuses pompières. Ah ben, faut voir. C'est compliqué maintenant, de féminiser tous les mots, c'est parfois, effectivement, rapporteuse, ça fait un peu délation. Alors on va dire madame la rapporteur, le rapporteur, ou la rapporteure, je ne sais pas. Voilà, allez, Kelly, vous avez la parole. On va pas passer la soirée. Ouais. Merci, Président. Effectivement, donc, vous savez que le Covid nous a montré que nous avons une responsabilité en termes d'environnement, de santé et de bien-être. Et comme vous le savez, et je le dis toujours et je le répète, nous construisons le monde de demain. Depuis le mois de janvier 2023, effectivement, le restaurant scolaire de l'école communautaire située à Dozulé a le statut de cuisine centrale. Et cette initiative vise à offrir des repas de qualité et adaptés aux besoins nutritionnels de chaque élève, tout en minimisant les coûts liés à la restauration scolaire. Donc, les questions, c'est comment mettre en place cette régie, comment réenchanter la cantine. Et il me semblait important d'avoir une période de rodage avant de mutualiser avec les communes demandeuses. Et cette analyse objective nous a permis d'aboutir sur une nouvelle organisation nécessaire pour rationaliser, optimiser et permettre de répondre aussi aux attentes d'une démarche qualité. Je vous rappelle qu'on a toujours notre labellisation Écossaire et que nous espérons passer à notre deuxième carotte bientôt. S'assurer de la bonne application des règles d'hygiène, porter aussi un regard pertinent sur les menus proposés aux enfants et apporter une vision objective et professionnelle sur l'organisation du travail et des effectifs de la cuisine centrale. Et aussi, quelque chose de très important, chiffrer des économies potentielles sur le coût du service restauration. Cette approche du coût se décompose sur une approche du coût à atteindre restant sur le fonctionnement actuel, bien entendu, dans un environnement optimisé, comme je l'ai précisé, et dans tous les cas de figure, la qualité de la prestation est totalement sacralisée. Il n'est pas question de générer des économies au détriment de la qualité des repas qui seront servis aux enfants. Le repas, c'est un repas unique qui présente plusieurs avantages, notamment l'équilibre nutritionnel. Les menus peuvent être planifiés pour répondre aux besoins nutritionnels des élèves. Ils sont conçus aussi pour inclure une variété d'aliments sains, tels que des légumes, des fruits, des protéines, etc. L'économie, c'est proposer ce repas unique qui peut réduire les coûts associés à la préparation et à l'achat des aliments. Et une thématique très importante pour 2023-2024, qui est la réduction du gaspillage alimentaire. Et le fait de proposer un repas unique est un formidable tremplin pour nous aider justement à améliorer ces déchets alimentaires. L'éducation à l'alimentation aussi, donc c'est proposer le repas unique et à éduquer l'élève sur les nutritions et l'importance d'une alimentation saine et équilibrée, puisque les enfants peuvent apprendre à connaître différents aliments et découvrir de nouvelles saveurs. C'est un repas EGalim, la loi EGalim qui nous encourage bien entendu à une alimentation saine et durable pour soutenir nos producteurs locaux, tout en réduisant le gaspillage alimentaire, l'obligation de proposer un menu végétarien, l'obligation de proposer des produits bio et locaux dans les restaurants, dans notre restauration collective, 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de bio, l'obligation de publier un bilan annuel sur les achats des denrées alimentaires, la possibilité pour les collectivités de fixer des critères sociaux et environnementaux pour les appels d'offres de la restauration collective. Il y a une adaptation des portions, bien entendu, puisque parfois vous avez des enfants qui ont un appétit plus important, donc tout est rééquilibré par rapport à la demande de l'enfant. Le fonctionnement, en fait,
bien entendu, comme je l'ai déjà précisé, il a fallu investir dans des équipements plus performants, embaucher un nouveau chef et trouver des producteurs. Et il est toujours intéressant d'écouter notre chef qui a une petite devise, c'est donner l'envie de goûter et satisfaire les papilles des enfants, des enseignants, bien entendu, ce qui est important. Le sourcing des producteurs locaux aussi s'engage dans une démarche environnementale. Nous avons déjà voté il y a quelques semaines nos producteurs. Et très important, les engagements de nos producteurs sont goût, fraîcheur, authenticité, savoir-faire, pas d'engrais, pas de pesticides ni herbicides. Ces modes de production, bien entendu, permettent de préserver la biodiversité et n'appauvrissent pas les sols. Il existe aussi une commission des menus. Le plan alimentaire, c'est le garant de l'équilibre nutritionnel. Donc, cette commission est composée d'une nutritionniste, d'élus, de parents d'élèves. Et il est important de sécuriser la construction des menus en entendant les critiques aussi des uns ou des autres. Nul n'est parfait. C'est un programme qui se construit sur 5 semaines. Comme je disais, il est important de moduler les petites et les grandes fins. Donc, c'est un challenge de tous les jours. Le prix du repas pour les communes adhérant à cette proposition de service, donc Bavent et Hérouvillette qui ont répondu positivement suite aux délibérations du conseil municipal, sachant que la commune d'Amfreville, de Brésil, a aussi demandé qu'on leur explique un petit peu le fonctionnement. Donc nous sommes venus dans les communes pour expliquer. Je crois que c'est repoussé à 2024, mais moi je trouve ça très bien. Prenons notre temps, step by step, il n'y a aucun problème. Du coup, le prix du repas donc, pour les communes adhérant à cette proposition est de 5,25 €. Donc, les coûts des ingrédients représentent environ 38%. Le coût de la main-d'œuvre, 38% aussi. Le coût de l'équipement et des fournitures, 10%. Le coût de frais généraux, environ 10%. Et le coût de livraison, 4%. Pour asseoir cette demande, nous avons réalisé donc une convention de prestation de services que les communes concernées ont eue pour relecture et pour observation. Donc cette convention de prestation vise à établir un équilibre financier pour toutes les parties impliquées. Pour ce faire, il est proposé de facturer aux communes le coût réel supporté par Normandie, Cabourg, Pays d'Auge au 1er janvier 2023 pour chaque repas fourni, avec une clause de réexamen pour tenir compte des éventuelles augmentations ou diminutions de fin d'année scolaire. Pour la première année, la période couverte sera du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2024, suivi d'un bilan. Ensuite, la facturation sera basée sur les coûts réels jusqu'au 1er septembre 2024, avec une possible régulation pour compenser les variations éventuelles des coûts. Et le prix unitaire du repas sera déterminé en prenant en compte les coûts des fournitures alimentaires, d'énergie, de fluides, de masse salariale, de gestion des services supports, bien entendu, majoré de 15% de la masse salariale, divisé par le nombre de repas, ainsi que les coûts de transport et de livraison. Chers collègues, il me semble indispensable d'encourager la culture du champ à l'assiette et de la fourche à la fourchette. Quelle chute! Quelle chute! Alors, pour parler simple et clair, on n'a pas le droit de gagner de l'argent, on n'a pas le droit d'en perdre. Voilà, c'est à peu près ça. Pour la partie budgétaire, et je laisse à Kelly tout ce qu'elle a développé sur effectivement la qualité du repas, la proximité des fournisseurs, et cette démarche qui est, je pense, est très rassurante pour les parents parce que les scandales alimentaires, on en entend parler quand même de plus en plus, et qui, quelque part, met en valeur nos produits locaux.
Voilà, donc on est vraiment dans une démarche qui est vertueuse à plus d'un titre. Et donc je vous demande, et moi je suis très content que ça soit, enfin ça fait partie de mes craintes, que tout le monde veuille y arriver en même temps. Donc on est aujourd'hui 2 communes et puis que 2 autres peut-être se préparent pour l'année suivante. C'est à mon avis, c'est la meilleure solution. Dernier point qui est non négligeable parce que j'ai parlé avec le cuisinier ce matin, on avait la journée de cohésion là qui se passait à la caserne des pompiers de Dives. Il a l'air très content de ce qu'il fait et je pense que c'est aussi important d'avoir un chef qui est heureux dans son métier. Voilà. Un petit slogan, un chef heureux. Chef heureux, ah bon, d'accord. Allez, donc pour la finalité, pardon Bernadette. Non Bernadette. Ah oui, pardon. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait avec ce sujet, mais moi je suis quand même assez choquée. Je sais pas si on a des idées là-dessus. C'est que dans les cantines, bon, c'est bien qu'on travaille sur le gaspillage alimentaire, mais tout va dans les poubelles noires. Hein, et je trouve qu'il faudrait trouver une idée pour comment. Alors. Non, mais le CIVEDAC travaille actuellement sur les restaurants scolaires et sur les EHPAD. Ce sont les 2 cibles actuellement parce qu'effectivement, on a repéré que c'était là où il y avait le moins de tri. Et j'allais dire, ils vont être encore en plus contraints par le traitement à part, je veux dire la gestion à part des biodéchets à partir du 1er janvier 2024. Donc oui, les restaurants scolaires, les restaurants des lycées, des collèges sont parmi les premières cibles à atteindre. Pas d'autres questions. Donc l'autorisation de signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci Kelly et bravo. Merci. On passe au point suivant et donc nous passons aux questions budgétaires. Et je donne la parole à Olivier Homolle. Merci. Donc deux petits points d'abord qui ne sont pas très excitants, mais qu'il faut quand même passer en revue. On a sur les différents budgets. Olivier, sois pas trop dur avec toi. Bah non, mais, pas... Olivier Homolle a pour objectif avant la fin du mandat de rendre le budget sexy. Bah non, mais je suis désolé de. Moi, je n'ai pas de la fourche à la fourchette. Hein, on va du stylo à l'ordinateur, mais bon, on essaye quand même de faire comme on peut. Donc vous avez dans les différents budgets, vous l'avez vu, le premier point, c'est une délibération sur le budget principal, sur le budget déchets, assainissement ou le SPANC aussi, l'assainissement non collectif pour des admissions en non-valeur. Je rappelle qu'une admission en non-valeur, ça veut dire qu'on peut toujours les récupérer éventuellement un jour, si jamais ça venait, mais enfin je n'y crois pas beaucoup. Et ça nous a été proposé par les services comptables de la DGFiP. Au total, donc il y a 148,14 € pour le budget principal, 300 € pour le SPANC, 823,10 € pour les déchets et 693,80 € pour le budget de l'assainissement. Voilà. Ces quelques éléments, vous avez eu le détail que vous avez vu avec la liste. Ça correspond à chaque fois à quelques clients. Et ce sont la plupart du temps parce que soit ce sont des tout petits montants, soit ce sont des poursuites qui n'ont pas donné effet et sur lesquels il nous est proposé effectivement de les passer en non-valeur, ce que on a entériné tous ensemble en commission des finances l'autre jour. Voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus éventuellement. Parce que j'en vois un là qui avait une dette de 150 € et je vais voir procès verbal de perquisition négatif. Ah j'espère qu'on n'a pas perquisitionné pour 150 € quand même. Parce que... de temps en temps, il faut quand même y aller parce que sinon, sinon les gens se disent en ne payant pas, ils finissent par abandonner. Donc ce qui est quand même un petit peu gênant parce que là, sur le principe, ça me choque beaucoup. Mais quand les gens... Quand on ne retrouve rien et qu'on n'est pas capable de démontrer et que les gens ont souvent, on n'a plus leur adresse, etc. ou autre, et que c'est des petits montants, c'est vrai que de continuer pendant des années à courir après ça, c'est franchement pas tout à fait de bonne gestion. Donc voilà, on vous propose de passer donc tout cela en non-valeur et de les inscrire là au chapitre 65, aux autres charges de gestion courante en 65-41. Jean-Louis, ça représente 148 mètres de passage de la flamme olympique. Allez, tout le monde est d'accord? Pas de vote contre, pas d'abstention.
Merci. Je vous remercie. Le point suivant, c'est une admission en créance éteinte sur le budget principal. Cette fois-ci, c'est une créance. Là, c'est prononcé clairement par la commission de surendettement des particuliers de Calvados. Il se trouve que c'est pour une seule et même personne, mais le montant total est de 31,56 €. Et donc, de toute façon, voilà, on a, je pense, qu'à entériner cet élément-là. Je pense que les personnes qui ont travaillé pour monter la délibération avec le temps qu'elles ont passé, ça représente plus que le 31,56 €, sans aucun doute. Ben oui, mais il faut bien. Je sais bien. Il faut bien le faire dans les comptes, même quand il y a 10 centimes. Je sais bien. Quelque part, je sais bien. C'est bien juste un constat. Si on peut simplement en prendre le constat, puis c'est tout. Voilà. Ok, pas de problème non plus. Approuvé. Bien. Après, là, je reviens alors proche de la fourche à la fourchette, avec une note de synthèse pour la création du budget annexe de la restauration scolaire. Parce que donc, Kelly Davou vous a expliqué toute la démarche et le projet de convention. Et cette fois-ci, bien sûr, il faut que, budgétairement et financièrement parlant, on se mette en ordre. Donc, ça veut dire de créer un budget séparé, un budget annexe. Attention, qui dit budget séparé dit bien que ça n'est pas un budget indépendant pour autant. C'est-à-dire que le budget principal en reste responsable et il y a bien éventuellement, s'il y a un déficit, il faudra qu'il soit couvert, etc. Mais ce n'est pas le but. Et que donc, une fois que la convention est signée, on passe donc effectivement de grosso modo 85 000 repas actuellement, on va passer à un montant nettement supérieur de repas, puisque la cuisine centrale de Dozulé a grosso modo presque 50% à l'heure actuelle de disponibles pour servir d'autres repas. Et donc c'est ce que vous a expliqué tout à l'heure Kelly Davou. Donc ce qu'on vous propose, c'est de créer le budget annexe. On est obligé de le créer. Et puis le prochain conseil communautaire, on vous proposera de le remplir avec des chiffres, mais il faut d'abord l'avoir créé au budget précédent. Donc voilà, le but, c'est de centraliser évidemment toutes les dépenses afférentes à la fabrication, la livraison des repas et de permettre la facturation directe auprès des communes. Je précise que ce budget est donc soumis à TVA. Et je vous précise aussi qu'on a eu un avis favorable de la commission finances l'autre jour aussi sur cette création de budget. Pas de questions ? Pas de questions, pas de remarques. Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Délibération numéro 10. Alors ensuite, là, il s'agit cette fois-ci du budget du centre aqualudique, pour lequel il nous a été demandé par la trésorerie, par la DGFiP, de mettre quelque chose un peu différemment de la façon dont on l'avait mis, c'est-à-dire que de faire des opérations d'ordre en dépenses et en recettes, bien sûr, aux différents chapitres 041, pour les réfactions de l'avance qu'on avait versée en 2021 aux titulaires du marché. On ne l'avait pas mis comme ça en 2021, il faut finalement, il nous demande de le mettre comme ça. Il s'agit de 2 millions d'euros, donc en l'occurrence, c'est une somme relativement importante, mais elle s'inscrit en dépenses et en recettes en investissement au chapitre 041. Donc en tant qu'opération d'ordre, et bien évidemment n'entraîne avec elle aucune sortie d'argent, aucune dépense ni rien, c'est simplement un jeu d'écriture comptable qu'on nous demande de faire et que je vous demande donc d'approuver. Et vous avez bien le budget avec le chapitre 041, suivant la nature, 23,13 en dépenses et 238 en recettes, pour y ajouter ces 2 millions d'euros en recettes comme en dépenses. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle donc des opérations d'ordre qui n'incluent pas de mouvement de trésorerie. Exactement. Donc c'est totalement neutre pour nous. Ouais. Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci beaucoup, Olivier. Et nous passons aux questions des ressources humaines avec la délibération numéro 11. Et je donne la parole à Patrice Germain pour le tableau des effectifs. Oui, traditionnel du tableau des effectifs qui a fait l'objet d'une présentation et d'un avis favorable du CST du 9 juin dernier. Il y a deux parties dans cette mise à jour du tableau. Une première partie de création de postes
Création de postes au niveau du service développement et stratégie territoriale. Création d'un poste non permanent dans le cadre d'emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux, et ce à temps complet. Il s'agit effectivement de créer un chargé de mission de développement économique qui est, le poste est en cours de recrutement. En effet, la mission développement économique est, on le sait tous, tout à fait stratégique, et l'activité actuelle exercée à mi-temps par un chargé de mission s'avère tout à fait insuffisante, d'où la création d'un poste supplémentaire dédié à temps complet, à caractère non permanent. Ce caractère non permanent pourra être réapprécié après bilan d'activité. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur toutes les créations de postes. On les crée à caractère non permanent avec possibilité d'appréciation au bout d'un certain temps. Deuxième poste à créer au niveau du service des affaires juridiques et des assemblées. Là encore, création d'un poste non permanent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux, poste à temps complet. En fait, il s'agit d'un poste de chargé des instances et des actes administratifs. La mission assemblée actuellement est répartie entre plusieurs agents, et en plus le besoin est tout à fait important, d'où la création d'un poste unique où le même agent rassemblera l'ensemble des activités liées à ces instances et actes administratifs, donc en lien direct avec l'activité globale de notre conseil communautaire, avec toutes les délibérations, les décisions, les arrêtés et aussi les conventions qui sont à prendre. Donc, comme je le disais, poste non permanent qui pourra être réapprécié après bilan des activités. Dernier poste dont je vous propose la création, c'est au service des ressources humaines. Création d'un poste permanent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs à temps complet. Donc c'est un poste d'assistant ressources humaines qui en fait est assuré aujourd'hui par un agent qui arrive au terme de son contrat d'apprentissage. Et ces 2 années de contrat d'apprentissage ont été particulièrement concluantes. C'est pourquoi il est proposé de créer ce poste. Le travail, il est nécessaire puisque ça fait 2 ans qu'elle le fait. Et il est donc proposé de créer un poste en pérennisant ce besoin qui a été confirmé au niveau des 2 dernières années. Et en plus, ça permettra de réaliser une période de tuilage avec un agent du même service qui partira en retraite courant 2024. Donc ça, c'est la première partie de création de postes, création nette. Et puis la deuxième partie, c'est création avec suppression de postes. Alors la première de ces créations-suppressions, c'est l'intégration d'un nouvel agent au service au service de l'urbanisme, et également aux évolutions de carrière des agents, parce que effectivement on a une évolution, donc un agent qui part et un agent d'un niveau un tout petit peu différent qui arrive. Et puis donc effectivement ça correspond donc au tableau que vous avez en 2e page. Je ne reprends pas les 3 premières créations de postes. Donc, à l'urbanisme, je viens de l'évoquer, création d'un poste de rédacteur en remplacement d'un poste d'adjoint administratif à temps complet, agent qui est parti. À la gestion des déchets, là, c'est du classique évolution de carrière. Donc, 4 postes d'agents de maîtrise à temps complet qui sont remplacés par 3 postes d'adjoint technique principal de 1re classe et un poste d'adjoint technique principal de 2e classe. Donc, c'est une évolution de carrière.
De la même façon... Qui ne sont pas remplacés, mais qui remplacent. Ben, ils se remplacent eux-mêmes. Non, mais tu as dit 4 postes d'agents de maîtrise qui sont remplacés par 3 postes. C'est le contraire. Qui remplacent... Qui remplacent 3 postes d'adjoints. Oui, c'est en création. Oui, pardon. Tout à fait. Ils sont... Non, je ne les ai pas rétrogradés. C'est tout à fait. 4 postes d'agents de maîtrise sont créés pour remplacer 3 postes d'adjoint technique principal de première classe et 1 poste d'adjoint technique principal de deuxième classe. De la même façon, au service scolaire, 1 poste d'agent de maîtrise à temps complet est créé pour remplacer 1 poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. 1 poste d'agent de maîtrise à temps non complet, 33,5/35e, remplace 1 poste d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet pour le même temps. Enfin, 1 poste d'ATSEM principal de deuxième classe à temps complet remplace 1 poste d'adjoint technique à temps non complet, qui était de 35e. Voilà pour cette mise à jour du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Thierry. Oui, Monsieur le Président, j'ai juste une petite précision à avoir. Concernant la gestion des déchets, il y a une création de 4 postes d'agents maîtrise à temps complet et 3 postes d'adjoint technique principal première classe et 1 poste d'adjoint technique principal deuxième classe qui est supprimé. Est-ce qu'il est possible qu'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe passe directement agent de maîtrise à temps complet? C'est pour ça que ça m'a interpellé. Non, mais tout à fait. C'est tout à fait possible. Ok, je vous remercie. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Rapidement, la convention cadre de partenariat avec l'Université de Caen. Alors, je vais résumer effectivement la page que vous avez. Vous savez ce qu'est l'Université de Caen implantée sur cette site. Vous savez l'activité qu'elle peut avoir. Vous savez l'activité de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge et ses différentes compétences en matière d'environnement, d'aménagement, de développement économique, de tourisme, de sport, de culture, etc. En fait, dans ce contexte actuel, le lien entre les deux est tout à fait intéressant dans la mesure où, dans un sens ou dans l'autre, il est positif de travailler ensemble, soit pour l'accueil et l'encadrement d'étudiants stagiaires en formation initiale, soit pour la participation de la communauté de communes à des forums ou des remises de diplômes ou autres manifestations organisées par les établissements, pour diffuser des offres de stage ou de l'alternance auprès des étudiants, ça c'est l'université, construire des projets multipartenariaux, organiser des sessions d'information pour les étudiants de l'université, accueillir et accompagner des étudiants à travers des projets, notamment au travers de pépinières d'entreprises portées par la communauté de communes. Donc voilà, je vous propose d'autoriser notre président à signer la convention dont le projet est dans vos documents, qui permettra donc de créer ce lien. C'est une convention cadre et bien entendu, chaque élément détaillé de partenariat fera l'objet d'un avenant à cette convention cadre. Merci beaucoup, Patrice. Donc, ça ne coûte rien au départ. Il n'y a que si jamais on était amené à contractualiser, auquel cas vous seriez averti, puisque l'avenant passerait devant vous. Pas de questions, pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Et nous passons au dernier gros dossier qui est important. En l'absence d'Olivier Collin, je le résume. Nous avions, lors de la création de notre communauté de communes et après ça en 2018 avec l'arrivée d'un certain nombre d'autres communes, il s'est avéré que certains avaient déjà un zonage d'assainissement. Alors, un zonage d'assainissement, c'est très simple. Soit on est en collectif, on dépend d'une station d'épuration, soit on est en individuel. Et donc, on crée sa fosse
chez soi, avec le plateau d'épandage. Et donc, il s'avérait que certains territoires avaient déjà réalisé ce document, mais qu'il était parfois ancien, et que d'autres n'en avaient pas du tout. Et il nous est apparu indispensable, alors que nous allions nous lancer dans un schéma directeur d'assainissement, d'avoir ce document du plan de zonage. Nous avons commencé à travailler dessus en 2020, on a beaucoup travaillé dessus en 2020, tout ça pour vous dire qu'il y a un certain temps quand même, du temps s'est écoulé. Nous l'avons présenté en mars 2021 au service de l'État, et là, à notre grande surprise, parce que à l'évidence, le dossier que nous avions fait était quand même un très net progrès par rapport à l'existant. Nous avons appris que nous étions soumis à l'autorité environnementale et à évaluation environnementale, donc ce qui a retardé de 6 mois, ce qui nous a amené à, j'allais dire, relancer le bureau d'études. Enfin voilà, et donc c'est comme ça que un certain temps s'est passé, ce qui fait que ce document qui avait été élaboré en 2020, finalement, se trouve en enquête publique en 2023. Fort heureusement, Olivier Collin, il y a 2 ou 3 conseils, avait interpellé les maires en disant regardez bien les documents qu'on vous a envoyés, parce que effectivement, il peut y avoir, en 3 ans, il peut y avoir des évolutions. Alors je vois qu'un certain nombre d'entre vous se sont emparés du dossier, ont lu avec précision ce qui était indiqué dedans, et ont rencontré le commissaire enquêteur ou ont saisi le commissaire enquêteur par courrier, ce qui fait que le commissaire enquêteur, après avoir donc, et on a mis dans vos dossiers, je pense, le détail de toutes les interventions et les réponses qui ont été faites, le commissaire enquêteur a donné un avis global positif avec 2 réserves reprenant, donc nous imposant de reprendre des modifications qui avaient été apportées par des communes, qu'il considérait comme étant indispensables pour compléter le dossier, et des remarques. Alors les remarques ne s'imposent pas à nous, mais sur justement la capacité qu'on devait avoir au fil des ans d'intégrer un certain nombre d'éléments. Et donc c'est ainsi que le document, n'étant pas celui qui avait été arrêté dans un premier temps, mais ayant évolué donc à la suite des remarques du commissaire enquêteur, puisque nous avons fait nôtre les réserves du commissaire enquêteur et nous les avons intégrées dans le nouveau document. Le document réalisé maintenant prend en compte les réserves du commissaire enquêteur. Il m'appartient donc de vous soumettre le document définitif, donc le règlement de zonage définitif qui sera approuvé et promulgué. Est-ce qu'il y a des questions? Xavier? Oui, alors tout d'abord, en préambule, je voudrais féliciter et remercier Mélanie Roche, qui a, ici présente, qui a pris ce dossier en cours de route, puisqu'elle a pris ses fonctions il y a 18 mois, je crois. Donc, comme tu le disais à juste titre, donc c'est un dossier qui date de 2020. Donc, elle s'est beaucoup investie. Elle a rencontré bon nombre de collègues, d'élus, pour pouvoir aboutir à un document donc qui sera soumis à votre vote et qui, logiquement, je veux dire, ne devrait pas faire obstacle à ce qu'il soit approuvé. Alors, j'en avais fait part lors de ma rencontre avec le commissaire enquêteur et dans les écrits que j'ai pu faire. Effectivement, les dossiers que nous avions eu entre les mains datés de 2020, j'ai regretté que le bureau d'études n'ait pas mis à jour l'ensemble des rapports de présentation de chaque commune pour en avoir consulté quand même bon nombre. Je me suis rendu compte que le bureau d'études n'avait pas mis à jour les documents en fonction de la modification, la révision de certains documents d'urbanisme, puisqu'entre 2020 et 2023, il y a des collectivités, des communes qui ont révisé ou modifié leurs documents. Il aurait été bien que les données qui figurent dans ce document d'enquête publique et soumis au vote ce soir soit le plus près de la réalité. Bon, ceci étant, c'est comme ça, c'est un document qui évolue. Le commissaire enquêteur n'y voit pas d'ombrage à ce qu'on puisse quand même, je veux dire, l'adopter. Personnellement, sur mon territoire, toutes les remarques qui ont été formulées ont été corrigées. Dernier point, j'aurais aimé que figure au compte-rendu de ce conseil de rappeler le prix
de la mission d'honoraires du bureau d'études, car je pense quand même qu'il y a quelques failles, et je tiens à le souligner. Je pense que ça manquait un petit peu de rigueur dans le rapport final. Alors, je ne sais pas, tu peux donner le prix, parce que pour le coup... Non, mais je crois que Mélanie Roche devait le fournir, mais c'est bon, elle va le fournir... Parce qu'en réalité, il y a un double prix, c'est-à-dire qu'il y avait eu un prix initial pour la première mission, oui. et les demandes supplémentaires de l'autorité environnementale ont généré donc une demande supplémentaire oui. du bureau d'études. Il aurait été de bon ton que le bureau d'études fasse un document, je veux dire, avec tous les éléments corrigés. On aurait pu espérer effectivement qu'ayant une mission de remise à jour au regard de la demande de l'autorité environnementale, ça oui, pu entre également... 2020, 2021, 2023, ils avaient largement le temps de le faire. Enfin, voilà, on est comme dans tous ces documents qui ont été pris avec le Covid qui est arrivé par là-dessus, et donc effectivement, enfin, on voit bien que dans nos communes, en 3 ans, les choses évoluent. Et une dernière précision, également l'importance de délibérer ce soir, on en a discuté en commission avec Olivier Collin, c'est que derrière, il y a des aides de l'Agence de l'eau qui ne sont pas négligeables, et je veux dire, on est aussi pris dans le temps, si on n'adopte pas ce zonage assainissement, les aides de l'Agence de l'eau vont tomber, et ça va donc porter préjudice pour les particuliers qui vont pouvoir percevoir des aides de l'Agence de l'eau pour la mise à jour en conformité de leurs documents. L'Agence de l'eau conditionne ces aides à l'approbation de ce plan de zonage. Pas d'autres questions? Oui. Dans les discussions que j'avais eues avant, je n'avais aucun problème pour Besneville. Je vois que dans la note de synthèse, Besneville ne figure pas dans la liste des communes strictement en assainissement individuel. Donc je me posais la question de savoir si c'était une erreur de frappe ou s'il y avait un souci, parce que j'en suis pas informé. Alors Mélanie, parce que si on rentre dans le texte... Pour Besneville, il y avait quelques communes. Alors je crois que c'est la commune. Il y a quelques communes qui sont une ou deux habitations qui sont raccordées. Alors je crois que c'est les communes de. Je ne connais pas toutes les communes. Sur un mot qui serait raccordé. Le hameau de. Je ne sais plus, j'ai perdu le nom. Qui est raccordé sur Besneville. Alors attendez. Mais non, mais Besneville n'a pas de. Besneville, on serait totalement en assainissement non collectif. Ouais, alors ça, du coup, c'est une erreur de la part du commissaire enquêteur. S'il n'a pas mis en assainissement non collectif strict. Après, c'est les modifications. Hein. C'est pas le zonage existant. Okay. Il a rapporté que les modifications par rapport au premier zonage. Donc, il a dû compléter. D'accord. Donc, merci de vérifier que. Et alors, Criqueville, quelle est la situation? Individuel sur la totalité de la commune. Et vous n'êtes pas mentionné comme les communes ayant totalement... non, donc, apparemment. C'est à vérifier pour les deux, et on fera la rectification. Oui, Johan Roland. Oui, c'est exactement pareil sur Roland. Oui, alors attendez, je pense qu'on a l'explication, là, on est en train de... En réalité, dans ce document-là, n'apparaissent que les modifications par rapport au document initial. Donc, si dans le document initial, vous étiez mentionné comme étant entièrement en assainissement individuel, ça veut dire que ça ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Roland? Oui, merci Monsieur le Président. Sur la commune de Saint-Join, il est proposé un secteur dans le bourg concernant 14 parcelles incluant la mairie, a fait l'objet d'une étude concluant l'intérêt de réaliser un assainissement collectif avec ou sans unité de traitement, alors que la carte de zonage ne contient aucune zone verte. Je ne vois pas à quoi ça correspond et je ne vois pas comment on pourrait installer une station d'épuration pour 14 communes sur la commune. 14 logements. 14 logements, pardon, sur la commune de Saint-Join. Ça m'apparaît un petit peu farfelu. Donc c'est une remarque du commissaire enquêteur, ça? Ou c'est quelqu'un qui a demandé, parce que... Non. Pardon? Est-ce que tu veux dire à quelle page ça se situe? Page 17. Parce que normalement, vous avez là les demandes des particuliers ou des collectivités, d'ailleurs, puisque les maires s'y sont rendus. Alors, point 4, mais attendez, c'est quoi ça? Ça reprend. Observation du... C'est quoi le CE? C'est quoi le CE?
Alors, c'est une observation du commissaire enquêteur, donc ça n'est ni une réserve, ni même une remarque, c'est-à-dire il a dit ça, voilà. Enfin, à moins qu'NCPA veuille nous créer une station d'épuration. Enfin, je trouve quand même que c'est bizarre. Ben, cette étude conclut à l'intérêt de réaliser un investissement collectif. Tu la connais? Non, du tout. Ah bon? Oui. Alors, voilà. Bon. Enfin, il y a eu une étude, pareil, il y a quelques années qui a été faite, mais pratiquement, on ne peut pas mettre d'assainissement collectif. Donc, le commissaire enquêteur l'a dit, voilà, on prend acte qu'il l'a dit, mais ça ne fait pas partie de ses réserves, ni de ses remarques qu'on doit mettre en œuvre. Ça me rassure un peu. Voilà. Merci. Pas d'autres remarques? Eh bien, écoutez, je vous propose d'approuver donc ce zonage d'assainissement qui, pour le coup, est l'objet d'un long et un peu fastidieux travail. Ça prouve que, enfin voilà, quand on a eu la même chose pour le plan climat air territorial, c'est pas trop bon quand on laisse traîner les choses, et vaut mieux les traiter tout de suite. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie infiniment. Il est 21h40 et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.